Bonsoir tout le monde. Ce soir, avec Yaz, nous allons parler de 3 sujets de manière assez didactique, c'est-à-dire que je vais faire des sauts d'un sujet à l'autre une fois que qu'on aura exploré ces différents sujets et que le temps sera atteint pour ces différents sujets. Et nous allons parler de sexualité autistique, d'habilité sociale et émotionnelle autistique et d'empathie autistique. Et comme vous l'aurez remarqué, j'ai ajouté volontairement l'adjectif autistique au niveau de chacune de ces activités, ou des capacités, ou de points, bon peu importe ce que c'est. Et c'est tout volontaire parce que notre fonctionnement étant infiniment lié à la fois à notre sensualité et à la manière dont notre cerveau va gérer les informations, forcément ça a un impact sur l'ensemble des activités de notre vie, et y compris la sexualité. Volontairement, en matière de sexualité, nous allons exclure tout ce qui est sexualité non consentie, qui est un peu trop fréquent chez les personnes autistes, et ce qui est relié au spectre de la sexualité sans sexualité aucune, qui peut parfois justement être présente chez les personnes autistes et aborder des sujets liés à parfois l'activité ou l'hyperactivité sexuelle, qu'elle soit avec d'autres personnes ou solitaire, lié chez les autistes, avec les problèmes que ça peut avoir ou les capacités et plaisirs que ça peut engendrer, et les problèmes fréquents, hein. On en parlera pour certains trucs. Et voilà, bref, nous allons aborder ça tranquillement et nous allons faire attention à répondre à certaines questions. Naturellement en parlant de sexualité de personnes adultes, ou en tout cas suffisamment adultes pour en avoir une, et pas de personnes trop jeunes. Donc pour les personnes, les parents qui ont des enfants un peu trop en bas âge, prenez note pour plus tard, mais pas pour tout de suite. Yaz, à ton tour. Ouais, en fait, c'était un sujet que je trouvais intéressant d'aborder. Je t'en avais déjà parlé, Adrien, mais là, j'essaie d'en parler ici. Tout simplement parce que c'est un sujet sous-coté, hein, enfin purement sous-coté chez les personnes autistes, comme s'il y avait un tabou autour de ça. Donc c'est intéressant hein, en général de parler de la sexualité, certes, en général parce que ça aussi c'est quelque chose d'assez peu connu, mais quand on regarde par exemple la manière dont on écrit certains personnages autistes dans la fiction, jusqu'à très peu de temps, la sexualité c'était soit inexistant, soit traité de manière ultra maladroite. Pareil au niveau de la recherche, alors je suis pas dans ce domaine-là, néanmoins je me souviens d'une journée d'études à laquelle on a assisté en 2022, quand la sexualité dans le cadre de l'autisme et la sexualité autistique a été abordée, il a été fait mention du peu de recherche qu'il y avait à ce sujet. Et il y a, allez, à tout péter, il doit y avoir un ouvrage uniquement en français à ce sujet, qui est d'ailleurs sur le terme, qui utilise le terme syndrome d'Asperger de l'époque, donc sexualité et syndrome d'Asperger. Et donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles on voulait parler de ce sujet, c'est justement pour nous permettre, avec celles et qui sont à l'aise avec ça, bien sûr, de pouvoir en discuter, de pouvoir poser certaines questions et de pouvoir permettre cette parole-là et enfin voilà, discuter de ça quand c'est pas assez permis. Mais voilà, encore une fois, il faut que vous soyez à l'aise avec ça. Il n'y a pas d'injonction à devoir absolument en parler. Voilà, faut que ce soit un sujet avec lequel vous vous sentez à l'aise, surtout. Oui. Et pour les personnes qui sont pas très à l'aise mais qui vont nous écouter pendant ce live, prenez des notes. Pour plus tard, pour vous, peu importe, mais prenez des notes. Je vais commencer en établissant un petit peu, mais en abordant juste un tout petit peu l'enfance sur ces aspects-là, mais de manière extrêmement personnelle. J'ai toujours été assez détaché avec un côté scientifique. Donc là, forcément, très très lié à l'anatomie, au fonctionnement du corps et à l'extrême frustration d'être dans un corps que je trouvais un peu trop limité. Donc en ayant hâte d'être dans ce corps d'adulte et je voulais me préparer forcément à être dans ce corps d'adulte. Et pour le coup, très jeune, en fait, j'ai commencé à m'intéresser aux livres qui parlaient du sujet. Donc à savoir comment ça se développait, à savoir comment ça fonctionnait, à savoir comment ça se passait, sans aucun questionnement forcément sur la réalisation même de certains actes au niveau sexuel. Juste le développement au niveau anatomique, au niveau pubertaire, le plus simplement du monde. J'avais fixé personnellement l'âge de mes premières expériences à 15 ans.
Et pour le coup, je l'ai respecté à la lettre. Littéralement à la lettre. Littéralement le jour de mon anniversaire, en fait. Ah ouais. Bah oui, c'était 15 ans, donc c'était bon, en fait. Et vu qu'il y avait l'opportunité avant, j'ai attendu le jour de mes 15 ans parce que j'avais décidé que c'était 15 ans. En gros. D'accord. C'est pas trop jeune parce que le corps est suffisamment développé pour ça, et quand c'est avec une personne du même âge et consentante, forcément ça ne pose pas de problème. Mais voilà. Ouais, c'est surtout ça, ouais. Au fur et à mesure de ma vie sexuelle, en fait, avant même mon diagnostic, je m'étais aperçu qu'il y avait quand même pas mal de différences au niveau de l'approche de la sexualité. Déjà, j'ai toujours eu un énorme intérêt spécifique sur ce sujet-là, et résultat, je faisais beaucoup de cours particuliers d'éducation sexuelle au lycée et en début de fac. Donc, que ce soit sur les IST, sur les pratiques, sur les problématiques, sur le fonctionnement mécanique, en fait, de ces aspects-là, notamment comment, pour une personne de sexe masculin, en fait, d'arriver rapidement ou pas à un orgasme, de contrôler les bons muscles, de contrôler tout ce qu'il faut, y compris pour les filles, de leur expliquer comment ça se passait pour leur fonctionnement, ce qui pouvait parfois être un petit peu d'une manière générale du mansplaining, c'est ça? Expliquer à une femme le fonctionnement de son corps, ce qui était rarement mal perçu dans la pratique, en fait, en vrai, qui était plutôt vu, forcément quand t'es au collège-lycée, en fait, comme du questionnement légitime. Et donc, quand tu expliques de manière pragmatique, en fait, c'est perçu comme de l'explication. Et notre sexualité, au niveau autistique, est infiniment liée à notre sensorialité et au contexte, comme j'expliquais. Et chez les personnes autistes, il est extrêmement fréquent que la masturbation ait une place essentielle dans notre sexualité. Que les personnes soient sur un spectre de sexualité plutôt hyperactif, jusqu'au spectre de la sexualité. J'imagine. C'est quelque chose d'important, et qu'importe le genre. Je baisse la lumière parce que ça me... Ah voilà, c'est mieux. Qu'importe le genre, parce que pour le coup, la sexualité solitaire, qui reste une sexualité, est aussi liée à notre fonctionnement. Et ça, j'aborderai quelques spécificités liées à l'autisme qui sont très très fréquentes, et je suis sûr que ça parlera à certaines personnes. Et ça, on l'abordera juste après. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter sur ton parcours personnel, entre guillemets? Sur mon parcours, c'est vrai que malheureusement, mon parcours, alors je lis Chachou, je confirme, étant moi-même asexuelle. Je suis demisexuelle également, de sûr et certain, Chachou. Donc, bienvenue. Pardon, j'ai pas fait exprès, je voulais refuser juste une demande de Qu'est-ce que je fais? Je suis désolée. Bon, ça va, ça décomplexe un peu le suivi. C'est cool. Ouais. Mais malheureusement, voilà, pour revenir... Non, oui, Chachou, c'est la même chose de mon côté. Malheureusement, j'ai pas pu découvrir ça dans un bon contexte, hein. Notamment à cause de certaines images que j'ai pu découvrir un peu plus tôt dans ma vie, hein, à cause de, par exemple, une cassette, une VHS qui n'a pas été retirée la nuit. Voilà, l'époque des VHS. Oui, je connais le problème. Ouais. Mais voilà, on n'a pas eu la même réaction. Mais que de mon côté, j'avoue que j'avais pas encore eu les cours, tu sais, de reproduction qu'on avait Chachou, ouais. J'avais pas eu ces cours de reproduction qu'on avait en CM2 puisque j'avais 7 ans quand ça s'est passé. Voilà. Donc ça m'a... Pardon, j'ai mis mon doigt sur le micro, donc ça a dû faire un bruit désagréable. J'avais à peu près le même âge, ouais. Voilà, mais de mon côté, j'avoue, ça m'a un peu... Bonsoir, mère extraordinaire. Ça m'a pas mal marqué, mais dans le mauvais sens, ou dans le sens, je vais faire comme si je n'avais rien vu. Voilà. Et pareil, les cours de reproduction à mes 10 ans, en fait, pareil, j'avais pas du tout la même approche que toi, Adrien, pour le coup. Ouais. Où je me disais, mais c'est bizarre, enfin, ça doit faire mal et tout, parce qu'il y avait une approche ultra pragmatique du truc. Mais justement, où je me disais, mais ça doit faire mal, et en fait c'était pas un truc qui me parlait, et en général ça parle pas, sinon c'est quand même très très bizarre. Oui, voilà, surtout. Mais on va dire que la plupart de mes camarades, ils sortaient leur truc là, c'était à la mode à l'époque, le guide du zizi sexuel là de Titeuf. Oui. Ils étaient tous hypés pour en parler. Moi de mon côté, je me disais, c'est quoi votre problème? Bon, après non, c'est pas pour être judgmental, mais j'étais vraiment... Mais c'est quoi ça? C'est quoi encore ce truc? Mais bref, en fait, il y a deux choses
que je pointe particulièrement dans mon parcours scolaire, en fait. La première, c'est malheureusement ma place en tant que femme. Oui. Je pense que beaucoup d'entre nous avons malheureusement été sujets, vu qu'on a dit qu'on n'en parlerait pas trop, mais malheureusement, oui, on a été sujet, vous savez, au point de vue un peu dégradant que les garçons puis les hommes apprennent un petit peu à avoir pour certains d'entre eux parce qu'ils voient des contenus pas ouf sur Internet. Et le manque, voire la quasi-absence d'éducation en la matière au collège. Je me souviens de toute ma vie, j'ai eu au total 1 heure de cours d'éducation à ce sujet. C'est tout. J'ai eu 1 heure. Ah oui. Et aujourd'hui, je trouve que c'est franchement très peu. Et alors, cette seule heure m'a été salvatrice, mine de rien, parce que ça a été justement... J'en parle très vite fait, ça a été justement cette affaire de consentement. Et en fait, ça m'a aidée. Et malheureusement, voilà, je me souviens aussi que la classe était particulièrement agitée. Donc, en fait, c'est un sujet, malheureusement, où j'ai jamais été dans un climat... Ah bah, il y a d'autres personnes il y a d'autres personnes dans mon chat qui ont eu maximum 1 heure de cours dans leur vie. Je trouve ça très peu. Il y a Into the Berry qui a eu toute une journée en 5e, puis plus rien. Donc, parce voilà. que moi, j'ai eu ça tous les ans, en fait. Des demi-journées tous les ans. Et adapté à l'étape de puberté, en fait. Parce que j'ai commencé ma puberté extrêmement en retard. Dans les vacances entre la 4e et la 3e. Ah ouais, d'accord. Oui, j'en avais marre. Ouais, honnêtement, j'en avais marre. J'arrêtais pas de faire chier ma mère à ce sujet-là. J'en avais marre. Mais ouais, de mon côté, il y avait tout ça. Et après, avec ma mère, en fait, il y avait toute cette idée de consentement, de sexualité, d'autorisation et de plaisir au niveau du sexe. Parce que chez moi, on avait un tiroir à capote. Ah ouais. Laissé pour les enfants, auquel on avait accès à partir de nos 15 ans. En fait, et que ma mère remplissait. Après, bon, il y a eu des besoins spécifiques au niveau de chacun de mes frères. Enfin, c'était le premier qui a eu la préséance sur les trucs normaux qu'on trouve partout. Et après, bah, moi et mon petit frère, on a eu des besoins spécifiques. Donc, on a eu des différences. Mais on avait un truc spécialement pour ça, dans lequel ma sœur se servait également, allègrement. D'ailleurs, je pense qu'elle me battait. Bon, peu importe le sujet. Bah, écoute, elle a... C'était fait pour, hein. Oui, c'était fait pour. Et mais moi, par exemple, la première fois effectivement où j'étais exposé à notamment une cassette oubliée ou un film sur l'ordinateur téléchargé, ouais, j'avais environ 8 ans. Mais par contre, la réaction que j'ai eue, parce que j'étais pas tout seul à le voir, ça a été courir vers ma mère une fois qu'elle rentrait des cours, c'est dire maman, ça y est, t'as plus besoin de nous expliquer, on sait comment on fait. Voilà. C'est une approche plus mécanique de la situation. Parce qu'aujourd'hui, on sait que non. Oui. Non, mais là, c'était très soft, hein, c'était à peu près normal et tout ça, donc c'était banal, d'une banalité. C'était softcore. Ouais, c'était soft. 2 personnes, activité normale. Pas de scénario bizarre. Non, ça va, ça allait. Mais j'avais déjà la tête dans les bouquins de médecine de ma mère, en fait, et dans tous les bouquins qui parlaient d'éducation sexuelle de la bibliothèque, sachant que j'avais trouvé aussi des livres dans lesquels il y avait des dessins extrêmement détaillés de toutes les étapes du développement de l'homme, avec du corps en entier, de l'enfant au prépubère, au début de puberté, milieu de puberté et âge adulte, en fait. Donc ça permettait d'avoir déjà une idée, ce qui a probablement beaucoup aidé pas ma sexualité, mais mon développement à ce niveau-là. Dans le sens où forcément faire la morale aux gens et expliquer aux gens ce qu'il faut faire ou pas faire, ça je le fais encore aujourd'hui. Le respect de soi, le consentement, tout ça, ce que j'accepte pas, enfin c'est j'arrive à poser mes limites sans difficulté. Mais en matière de sexualité, au-delà effectivement de nos propres développements, un aspect qui est très présent chez les autistes et les TDAH, parce que régulation, parce que dopamine, parce que tout ça, ça va être la masturbation. Et ces aspects sont déjà de base super importants dès qu'on est ado, ce qui peut donner lieu à beaucoup de blagues.
beaucoup d'expérience, bon, peu importe. Mais il y a quand même un problème lié même à la sexualité solitaire qui se reporte avec la sexualité avec d'autres personnes, 2 ou plus, et qui est fréquent chez les personnes de sexe masculin, d'arriver à l'orgasme, d'arriver à l'éjaculation, qui peut se distinguer de l'orgasme quand même. Et pour le coup, ce qui est très présent chez les autistes, ça va être parfois une extrême difficulté à arriver jusqu'au bout, plutôt que d'une précocité dans l'acte en fait. Donc ce qui peut bloquer au niveau social, parce que pour le coup, il y a des réputations relativement fausses qui peuvent se faire à ce sujet-là en termes d'endurance, alors que tu te fais juste chier. Ça, c'est un autre débat. Mais ça oblige à avoir une maîtrise de tout l'aspect musculaire de ces zones-là. Et je sais pas comment ça marche chez les femmes ou personnes de sexe féminin, mais chez les hommes, en fait, pour ralentir ou accélérer, le moindre changement de rythme, le moindre changement de pression, ou des pressions trop fortes, ou pas assez fortes, ou des trucs comme ça peut tout briser. Et c'est encore plus vrai chez les autistes, parce qu'à force de discuter avec des personnes de sexe masculin autistes, ce problème semble très très récurrent. Y compris avec des personnes avec des capacités cognitives limitées en fait. Mais ça ouvre des perspectives, on va dire. Notamment, une chose qui est très importante pour moi au niveau sexuel, c'est pas tant arriver jusqu'à l'orgasme qui va m'intéresser, c'est l'acte. Juste l'acte, juste le faire. Si j'arrive pas au bout, c'est pas grave. En fonction de la personne, ça peut être très bien. Au bout, Ouais, et par contre, si je me dépêche d'arriver au bout, c'est que je m'emmerde et que je veux expédier le truc, en fait. Ouais. Donc, j'ai même appris à simuler un orgasme. Ce qui est très, très difficile quand t'es un homme. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup plus courant chez d'autres genres, notamment du côté des femmes. Mais pour les personnes, c'est vrai que pour les personnes qui ont été assignées femmes à la naissance, en tout cas celles qui ont vu par exemple, ce sujet va être beaucoup plus tabou encore une fois, où pareil il va avoir un regard différent ou voire extrêmement culpabilisateur. Donc ça rejoint un petit peu d'ailleurs ce que disait Manga sur les manuels, tu sais ce dont tu parlais, manuels médicaux. Il y en a certains malheureusement qui, comme elle dit, vont tirer un trait sur les femmes ou alors vraiment extrapoler le truc en fait. Enfin de toute façon ça a été le cas pendant longtemps. Et alors, tu as Into the Berry qui pose une question, c'est en ce qui concerne la masturbation, est-ce qu'on doit obligatoirement se toucher en bas? C'est pas du tout une question stupide. Comment ça, toucher en bas? Est-ce que tu es obligé de faire ça directement par rapport... est-ce que tu es obligé de t'occuper uniquement de l'appareil génital, en fait? Ah non. C'est pas du tout une question stupide. Non, du tout. Et c'est encore plus vrai chez les autistes, en fait. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a toujours intéressé sexuellement, c'est même seul, c'est de chercher ce qui fonctionne en termes de zones du corps. Il y a des zones du corps où ça passe pas du tout, des zones du corps où ça va être génial, parce que d'un point de vue nerveux, ça peut être plus ou moins énervé, ça peut être très bien, pas bien, etc. Et oui, effectivement, la communication, en fait, va énormément compter quand on est avec d'autres personnes, mais quand on est seul, le contexte peut aussi beaucoup compter. Et là, c'est dans le chat, c'est le seul moment où j'aime être en surcharge sensorielle. Et on y est carrément. Parce que c'est le genre de moment où, oui, on peut faire ça de temps en temps pour une pause, pour de la dopamine, quelque chose de plus ou moins rapide. Même chez une femme, je suis sûr que c'est possible, mais n'allez juste pas trop vite. Faire quand même attention à pas s'automutiler. Mais le contexte, en fait, va radicalement changer les choses à ce moment-là. Un exemple parmi une de mes propres expériences. Vous foutez des serviettes absolument partout sur votre lit pour pas salir. Vous sortez un pot d'huile de coco. Vous mettez de la musique tantrique ou de la musique de méditation et un massage intégral, en fait, ne porte pas que sur la zone sexuelle. Et pourtant, ça sera de la masturbation pour se faire du bien à soi-même. Et ça, c'est typiquement autistique. C'est-à-dire que quand je parle avec des personnes neurotypiques de ce genre d'expérience, souvent, ils me regardent bizarre ou ils vont avoir une révélation en me disant « Ah, c'est trop bien, mais ça me fait pas pareil ». Parce que, en fait, on va avoir la musique,
Si on a de l'encens, on a l'odorat en plus, avec une odeur qui plaît. On peut avoir les textures du tissu qui peuvent plaire en plus. Et tous ces stimulations sensorielles arrivent en même temps, vu qu'on n'a pas la filtration au niveau de notre inconscient de nos stimulations sensorielles. Et pour le coup, ça va créer une réelle surcharge sensorielle qui peut déjà faire des problèmes de tension, mais dans le bon sens du terme, et provoquer des orgasmes qui n'ont absolument rien à voir par rapport à une personne neurotypique. Parce que on va avoir une telle surcharge sensorielle qui va être provoquée en même temps que les contractions musculaires nécessaires à l'orgasme, que fatalement, ça va avoir un impact là-dessus. Juste, Chachou, t'en fais pas, ton commentaire se voit, il y a aucun souci. Ah pardon, parce que moi, Chachou, je l'ai pas sur mon live. Non, t'en fais pas, c'est moi qui l'ai. Il y a juste un moment où t'as écrit un 2/V exploser. Peut-être que c'est de ça dont tu parles. Mais sinon, ta réponse à Into the Berry se voit. Et la réponse ensuite, voilà. Si tu parlais de ça, je sais pas de quel message tu parlais exactement. Mais bon, voilà. Moi, les messages que j'ai vus que toi, c'est ta réponse à Into the Berry. Ah mince, oui, effectivement, le premier n'a pas dû passer. Essayer de voir si effectivement, comment tu peux contourner. Je suis vraiment désolée du coup pour. Si ça Alors pour cette j'ai juste censure, 2-3 questions là. Est-ce que ça vous arrive de pleurer à cause de l'acte suite à une surcharge sensorielle? Alors, je l'ai vu chez des femmes en fait, mais moi j'ai pas la sensibilité émotionnelle pour ça. Je pleure extrêmement rarement. Donc, non. Très chaud, mais beaucoup de dopamine, des changements de tension, ce genre de choses. Mais pas de larmes. Pas chez moi, en fait. Rigoler aussi. Alors, rigoler, oui. Parce que, avec d'autres personnes, la sexualité est souvent vue par moi comme un jeu, plus comme autre chose. En tout cas, quand c'est bien. Quand le contexte est correct, ça va être un jeu, quelque chose de littéralement plaisir, et pas quelque chose comme j'ai l'impression de voir sur les réseaux souvent, tu sais, comme de l'addiction, comme de l'obligation, comme un truc comme ça. Non, c'est juste marrant et amusant. Et des fois, on rigole en fait, c'est rigolo. Pleurer de bonheur, c'est mignon. Tu dis, perso, j'arrive pas beaucoup à gérer quand elle est au bord, justement, quand elle arrive à ce moment-là, elle a la sensation qu'elle va exploser justement. Donc au contraire, je vois de quoi tu parles. C'est vrai que ça peut être surchargeant, peut-être too much. Et t'inquiète pas, c'est TikTok qui est pénible. Ouais, c'est clair. Mais ça arrive du stop parce que c'est trop. Un saut de. Mais oui, alors, quand il y a des surcharges sensorielles et que c'est du stop, ça veut pas forcément dire que l'orgasme est arrivé, c'est juste stop. Parce que, surcharge sensorielle. Et je reviens là-dessus, justement, vu que notre perception sensorielle est globale, c'est-à-dire qu'on reçoit toutes les stimulations sensorielles en même temps, forcément, ça a un impact sur ces aspects-là. Et trop, c'est trop. Et ce serait quand même con de se taper un shutdown à cause d'une relation sexuelle. Ouais. Ce serait tellement dommage. Moi, ça m'arrive de dissocier avant la fin et c'est fichu après. Ça c'est dommage. Je suis désolée, je me moque pas. Je me moque pas, Luna. Elle me dit, moi, ça m'arrive de dissocier avant la fin. Et c'est vrai, et c'est fichu après. Je suis désolée, Luna. J'ai vraiment de la peine pour toi, en fait. En vrai, ouais. C'est un rire nerveux. Enfin, c'est un rire de compassion. On va plutôt dire ça comme ça. Je suis désolée. Mais ouais, Chachou, c'est dommage. Chachou, c'est bien de stopper. Oui. Si ça te... et attends. Par contre, quoi qu'il arrive pendant les relations sexuelles, les gens autistes, d'une manière générale, peuvent avoir du mal à dire non. Et ça, j'insiste dessus. Stop, ça veut dire stop. Peu importe le niveau de l'acte, en fait. Ça peut être au bord de l'orgasme, ça peut être en plein milieu, ça peut être au début. Stop, c'est stop. Les limites, c'est les limites. La règle, c'est la règle. Et vous êtes, d'une manière générale, complètement légitime à stopper à n'importe quel moment, en fait. Et si la personne est frustrée et qu'elle a besoin de se décharger et de se finir, soit elle a l'autorisation de le faire devant, soit elle va dans la salle de bain et puis elle se finit toute seule, en fait.
Il y a pas de problème Ah avec ouais. ça. C'est. Alors moi, Est-ce que j'ai vous deux avez fait du personnes. Ah, masking vas-y. pendant l'acte? Est-ce que ça vous arrive de faire du masking pendant l'acte? Ah, j'ai Oui. eu de la chance que non. Oui, 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 oui. Et c'est très mal. J'aime pas faire ça. J'aime pas faire ça. Je déteste faire du masking à ces moments-là. Euh, Ça me fait pas nécessairement culpabiliser, mais c'est-à-dire que quand je fais du masking, c'est mal. Dans le Mm. sens où ça veut souvent dire que je fais ça pas nécessairement par plaisir, mais plutôt par, je vais dire pitié, parce que malheureusement c'est le mot exact, ça m'est souvent arrivé. Vu que je maîtrise parfaitement mon corps, en fait, j'ai pas forcément besoin d'avoir envie pour que ça fonctionne. Et donc, ça m'est déjà arrivé de le faire par pitié ou compassion, pour juste faire plaisir à la personne. Et là, c'est masking à 1 milliard de pourcents, en fait. Et c'est mal. Faut pas faire ça. C'est D'accord, pas parce que ouais. je le fais qu'il faut le faire. Non, Mais non. malheureusement, j'ai une capacité de déni vis-à-vis de mes propres besoins qui est un peu trop importante. Je travaille dessus. J'ai dû beaucoup me déconstruire à ce sujet-là, mais ça m'est souvent arrivé de faire ça, en fait. Mais je préfère quand c'est du jeu, sachant que pour moi, il y a deux aspects qui vont déterminer mes envies au niveau de la sexualité avec d'autres personnes. Ça va être l'interaction, le consentement réciproque nécessairement, et la communication. En fait, interaction et communication. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup de communication et il faut qu'il y ait de l'interaction. D'une manière générale, hein, ça peut être des personnes de sport, des personnes d'études, des personnes d'activités connexes en fait avec qui je m'entends bien, mais il faut qu'il y ait nécessairement une bonne entente en fait pour qu'il y ait cet aspect plaisir. Sinon, ce sera des côtés que j'aime pas du tout, et je déteste avoir des relations sexuelles avec des personnes qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Ça D'accord. me bloque littéralement en fait. Ben c'est ça, Ok. ça n'apporte aucun plaisir Mm. d'avoir des relations avec des gens qui ne se respectent pas elles-mêmes en fait. Alors pour le coup, il y a une personne dans mon entourage qui a été comme ça Mm. fut un temps. Après, l'avantage c'est que c'est une personne avec qui j'ai été un temps et qui, bah, c'est vrai que petit à petit a eu besoin de, comment dire, bah, d'un Mm. entourage sain et de se trouver aussi quelque part. Après, de mon Oui, côté, il y avait cet aspect où je me disais, j'ai un petit peu envie, sans me la jouer psychologue, tu vois, parce que c'est pas mon taf, un petit peu de l'accompagner. Après, le truc, c'est que c'est une personne qui était chère, enfin qui est chère à mon cœur, tu vois. Donc la donne est un peu différente ouais. aussi dans ce contexte-là, tu vois. Que après, c'est vrai qu'il y a quand même des personnes qui ont un affreux manque d'estime d'eux-mêmes et il faut pas croire qu'ils arrivent à le masquer, mais d'une manière enfin, je Oui, veux dire, il y a une autre personne que j'ai rencontrée pour le coup avec qui j'ai aucune expérience. Hein. C'est une personne qui est dans mes connaissances. J'ai mis longtemps avant de savoir que cette personne avait une estime d'elle-même, mais au ras des pâquerettes, vraiment. Donc, j'ai souvent vu ça un peu trop. Euh, hmm, et je me retrouve malheureusement souvent à faire la morale à la personne. Alors, je pense que d'un oh point de vue mince. extérieur, faire la morale à une personne quand toutes les deux personnes sont, enfin, quand on est nu avec l'autre en fait, Hmm, et dans des contextes très sexuels pour le coup, et ouais, de tout stopper et de commencer à faire la morale à la personne pour faire la morale en fait parce que ça plaît pas. Ça m'est déjà hmm. arrivé plusieurs fois et ça j'aime pas. Ouais, bah ouais, C'est ça coupe toute possibilité d'entente ultérieure en fait. ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais d'une manière générale, au-delà de la sexualité avec d'autres personnes, et ça j'ai eu souvent des discussions avec d'autres personnes autistes à ce sujet, ma préférence va clairement pour la masturbation. Et Ouais. c'est apparemment très fréquent chez les personnes autistes. En même temps, Bah, parce je serais tenté de dire on que n'est jamais mieux servi que par soi-même. qu'est-ce qu'il n'y a pas, comment dire, tu sais, sans parler d'imprévisible, enfin, même dans une relation où tout se passe bien, il n'y a pas Mm. ce côté imprévisible ou, enfin, comment dire, l'eau, ou, enfin, tu vois, tu restes quand même avec une autre personne, là, tu as le contrôle sur tout, finalement. Il y a cet aspect où quand tu es seul, tu as, t'as le contrôle sur tout Oui, et tu sais à peu près comment ça va se passer, oui, finalement. Et quand même, par exemple, là, je vois deux personnes et qu'il y en a une qui effectivement vit des surcharges.
et s'est pris un shutdown, et une autre qui Oh, a vraiment c'est fait des dommage. malaises au moment de l'orgasme, t'as au moins un petit peu plus, comment dire. C'est D'un dommage. côté, il y a des personnes qui préféraient être accompagnées dans ce cadre-là. De l'autre, Oui. il y a des moments où tu te dis, quand je me fais plaisir moi à moi-même, j'ai plus ce self-control qui est beaucoup plus rassurant en fait. Donc Et ça, je le contrôle comprends. chez les personnes autistes, c'est extrêmement important dans tous les aspects de nos Mm. vies et de notre expression, de notre structuration. En fait, cet aspect contrôle est top. Alors Mais quand juste, il y a je des reviens deux personnes qui secondes, vont je faire dois des juste surcharges, allumer. ouais. Et quand il y a des personnes qui vont faire des surcharges, en fait, faut pas hésiter à stopper, quitte à faire des pauses durant Ah oui. l'acte pour pouvoir justement redescendre doucement en surcharge pour pas l'éviter, ou apprendre à savoir quelles stimulations permettent d'atteindre le but fixé, on va dire, Mm. sans passer par la case surcharge. Donc en limitant les stimulations sensorielles, parfois même au maximum, dans des, par exemple, dans le noir, avec aucune musique, avec du silence, avec un tactile extrêmement maîtrisé, avec parfois ce qui peut être bien quand vous avez des surcharges au niveau tactile. D'où ces aspects massage, tu sais, avec de l'huile de coco. C'est-à-dire que quand Mm. tu masses ton corps ou le corps d'une autre personne qui peut avoir des problèmes au niveau du toucher, eh ben, tu vas légèrement endormir par le massage et notamment avec de l'huile toutes les stimulations, toutes les connexions nerveuses de surface. De Mm. ce fait, tu désensibilises en partie la personne en surface. Et dans ces cas-là, C'est l'acte, vrai. en fait, sera beaucoup plus intéressant avec une surcharge beaucoup plus maîtrisée au niveau sexuel. Ouais. Mais au niveau solitaire, il y a plein d'aspects qui vont être effectivement maîtrisés. Il n'y a pas cette culpabilité du temps éventuellement qu'on va Mm. mettre à arriver jusqu'au bout. Il n'y a pas cette culpabilité à éventuellement expliquer à la personne pourquoi ça va pas. Genre pourquoi la pression est pas bonne, pourquoi la vitesse est pas bonne, pourquoi c'est pas la bonne position, Mm. pourquoi c'est pas bien. Et, et dans 90% des cas, en fait, les gens sont vexés quand on leur explique que Ouais. que c'est pas bien. Mais qu'on leur Alors explique que pourquoi. Même quand on est constructif, les gens sont vexés quand même, ce qui est socialement pas ouf, en fait. Et donc on perd tout. pourtant t'es censé apprendre en fait. Bah, Oui, c'est et dommage. j'adore ça, communiquer, apprendre Bah, ouais. et manger, boire, enfin, je trouve ça cool. Je dois avoir un côté antiquité romaine dans le sang, mais là, c'est un autre sujet. Ouais, t'as Madeleine qui m'a dit, la seule fois où j'ai eu un rapport sexuel, on a tout planifié 3 jours à l'avance. Et ouais, je comprends, hein. Si ça peut te rassurer, les autres fois, j'ai aussi besoin de planifier. Vraiment. Je peux pas, c'est jamais spontané. Il y en a que ça De peut mon frustrer, mais moi, univers, oui. c'est jamais spontané de mon côté. Jamais. On me dit, la communication en vrai, ça demande une telle énergie. Effectivement, ça demande de l'énergie, mais je me suis aperçu que quand je communiquais et que la personne était franche sur ses demandes, des besoins et stop et consentement, ça me pompait vachement moins d'énergie. Enfin, ça me Ouais. prenait vachement moins d'énergie. C'est Bah oui. limiter le vocabulaire. Mais d'une manière générale, l'aspect contrôle et tout contrôle, comme ce que j'ai Mm. tendance à faire dans la vie, je suis pas mal directif de manière naturelle, mais dans ces aspects-là, j'aime pas du tout. J'aime bien D'accord. être guidé, pas avoir à rappeler à la personne ce qui va pas, enfin, j'aime bien en fait ne pas Ouais. avoir à décider dans plein de circonstances, mais on m'oblige à le Ouais, c'est faire vrai. et ça c'est toujours assez pénible. Et t'as le côté autistique qui vient prendre le dessus là-dessus. Le Mm. côté TDAH, il est tout fou, il veut y aller carrément, tu vois. Mais le côté autistique, et voilà. Mais il y a un aspect qui me faisait assez rire sur ça et qu'on a évoqué un petit peu tout à l'heure entre nous, qui est de la sexualité comme rupture dans nos rituels. Tu sais, cet Ouais, exemple c'est qui vient de vrai. que j'avais vu dans la J'ai série aussi. Atypical, qui n'est certes, Ouais. qui reflète pas trop l'autisme, mais ce petit passage qui m'avait fait beaucoup rire, où le garçon autiste, il est à fond dans ses rituels, il faut que le rituel soit respecté et qu'il soit fait comme ça, et quand sa copine lui propose de lui faire une gâterie, ah bah, d'un seul coup, le rituel n'existe plus. Et ça, c'est tellement vrai. Là où ça me fait rire, c'est que de mon C'est... côté, ça va être tellement l'inverse. Ça va être, si je n'ai pas fini ça, il y a pas intérêt à ce qu'on fasse autre chose. Là, je suis vraiment casse-couille pour le coup. Bah moi ça dépend de la période. Si c'est le TDAH qui est Ouais. au taquet et qui est
tu sais, à fond derrière, libido, 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 voilà, en boucle. Là, le rituel, il en a rien à foutre, quoi. C'est vraiment l'autiste, il se calme, il dit ouais, c'est bon, va te dépenser et revient après, en gros. Oui, qui a besoin. Et donc Madeleine, oui, t'en fais pas, t'es pas la seule, hein, t'inquiète. Je répondais juste à Madeleine par rapport à ce que me disait tout à l'heure. Est-ce que le fait de vouloir contrôler tout, c'est l'anxiété plus qu'un trait autistique? Il peut y avoir un peu des deux. Il y a les deux. Il y a les deux parce que dans l'aspect contrôle, alors comment dire ça poliment? Disons qu'il faut tenir compte des aspects physiologiques de chacun et chacune. Ok, en fonction des capacités de chacun et chacune, à cause des proportions de chacun et chacune. Voilà, je le dirais pas autrement. Et donc, le contrôle est absolument nécessaire pour que tout se passe bien et que l'autre personne, clairement, n'est pas mal. Je peux pas le dire autrement, n'est pas mal. Bah oui. Donc en fait, du contrôle et de la préparation est une nécessité. Mais par contre, le contrôle permet aussi d'avoir le contrôle sur l'aspect sensoriel, que la chose se passe correctement, sans surcharge, sans stimulation sensorielle négative, que ça reste le plus positif possible en fait. Et l'aspect contrôle intervient là-dedans. Sachant que si jamais on perd le contrôle là-dessus et que la personne en face est pas ouf, que ce soit dans la pratique que dans le respect du consentement notamment, ou des stops ou des limites, et ben là ça peut se passer très mal et t'as la culpabilité, et en général dans ces cas-là j'ai juste envie d'aller prendre une douche immédiatement après. Très clairement. Et donc en général quand j'ai envie de foncer à la salle de bain juste après, c'est pas bon signe. Ouais, j'imagine. C'est clairement pas bon signe. Into the Berry qui dit qu'elle est, pour le coup, elle, hyper spontanée et très active. Ouais, mais c'est pour ça que ça m'intéressait vraiment comme live, c'est de voir un petit peu à quel point. Oui. Les points communs qu'on peut avoir, mais aussi les différences. C'est même, déjà chez certaines personnes autistes, chaque profil est différent. Par rapport à des hypersensibilités ou hyposensibilités au contraire. T'as le profil de personnes autistes et TDAH également, où ça va changer la donne. Qui a une énorme influence d'ailleurs sur le sujet. Voilà, d'autres qui sont un peu plus anxieuses, moi d'autres un peu moins anxieuses. Je fais partie de la première team à titre personnel. Into the Berry, TDAH aussi, donc ouais, je vois. Pour le coup, je crois pas être TDAH, même si je reconnais une ou deux choses qui ressemblent à du TDAH, mais je pense pas non plus. Je me reconnais pas totalement. Ah, moi, carrément, par contre. Et dans mes périodes de libido à 1000%, c'est le TDAH qui a les clés, quoi. Bah voilà. Et c'est mal. T'as l'autiste qui fixe les règles initiales et le TDAH qui a les clés. Donc là, oui, ça peut déclencher de la spontanéité, mais c'est pas pour autant j'accepte cette spontanéité. Donc je vais m'auto-mettre des limites et des freins pour pas faire n'importe quoi. Parce que quand la libido elle est au taquet et que t'es toujours au taquet après t'être masturbé 4 fois d'affilée, tu sais que c'est le printemps, tu vois. Ouais. C'est pas bien, c'est mal, c'est très non, c'est pas vrai, c'est jamais mal tant que c'est fait avec consentement, mais c'est pas sain. Je serais tenté de dire plutôt dans cet aspect-là. Mais en fait, ce que j'aime dans toutes ces nuances, quand les personnes expliquent comment elles fonctionnent et tout ça, quand on analyse, et ça c'est dans tout sujet confondu, quand on analyse et qu'on s'intéresse au pourquoi, on en revient à ces aspects initiaux de sensorialité, contexte, contrôle, en fait. Et lié forcément à l'anxiété, au TDAH et tout ça, sachant que je suis anxieux. Vraiment très 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 anxieux de nature. Et même enfant, j'avais le taux de stress d'un adulte. Mais pourtant, en fait, le problème c'est que depuis tout petit, je ne suis pas d'accord avec mon anxiété. Donc c'est-à-dire que j'outrepasse mon anxiété. La plupart du temps, elle a forcément une influence, mais par contre, je serais tenté de dire qu'elle a une influence pseudo-positive sur ces aspects-là. Dans le sens où elle m'aide à poser des limites. Acceptable, pas acceptable, stop, pas stop, voilà. Ce qui est plutôt une bonne chose. Bah oui. Mais ou à te dire attention danger. Tu vois. Et ça c'est bien. Et ce fleur, cet odorat m'a souvent rendu service. Bah oui, je te donnerai pas d'exemple, mais ça m'a déjà rendu service. Non mais t'en fais pas.
Oui, attends, Nini Eon, je crois, je suis désolée si j'écorche ton pseudo, qui dit: je suis autiste prédiaque TDAH. Je me reconnais plus dans le témoignage de simplement autiste. Bah voilà, hein, c'est. Désolé. Ah, mais c'est vraiment intéressant. Bah non, c'est pour ça que ça m'a intéressé d'en parler, c'est que. Non, mais désolé pour lui, en fait, ou pour elle. Ah, oui, ok. Est-ce que c'est difficile d'avoir une relation durable? Alors, pardon, Latifa, donc, est-ce que c'est difficile d'avoir une relation durable? Moi, je serais tenté de dire non. Parce que dans la vie d'une manière générale, on est quand même en 2024 et assez ouvert pour ça, pour dire tous les profils de relations existent. Ça dépend avec qui, ça dépend avec quoi, ça dépend quelles sont les limites en fait. Ce qui est important quand on est avec une personne autiste, et ce qui est même important pour la personne neurotypique qui est avec une personne autiste, c'est que ce qui va compter, c'est les règles et le cadre imposé. On peut tenir compte des besoins spécifiques de chaque personne, mais le cadre imposé, les règles imposées prédominent tout l'ensemble. Pour autant, dans les couples qui vont être plutôt de longue durée avec une personne qui va avoir une hypersexualité et une personne qui peut être asexuelle éventuellement, une autorisation d'avoir une sexualité plus libre pour la personne hypersexuelle ne veut pas forcément dire que la personne hypersexuelle va avoir une sexualité hyperactive de l'autre côté, donc avec d'autres personnes. Mais rien que parfois, quand on est autiste, le fait d'avoir ces autorisations suffit à elle seule en fait à calmer le jeu. Genre, j'ai le droit, donc si j'en ai vraiment envie, c'est possible. Par contre, ça veut pas dire que ça va le faire. Mais il y a plein de choses qui peuvent être acceptées dans un couple avec une personne qui peut être asexuelle, une personne hypersexuelle, notamment les reconnaissances en sexualité solitaire. Éventuellement même avec des accessoires, sachant qu'il y en a sur le marché qui sont vraiment top en fait. Hein. Alors là, c'est mieux que des vraies personnes. Très très honnêtement, c'est. Ah bah ouais, enfin, des fois ouais. Alors, t'as Nini Eon qui me dit: je suis une femme, la prononciation est top. Bon, ça va. Et je trouve le sujet intéressant parce que ça fait partie de la vie. Ben voilà. La boîte à jouets. Pardon. C'est pas à exclure, t'inquiète, c'est vrai. Hein. Mais c'est pas à exclure juste parce que on est. Enfin, il y a cette infantilisation des personnes autistes et globalement des personnes handicapées que je trouve extrêmement dérangeante. Oui. Et c'est pour ça que c'est important qu'on en parle, c'est de montrer que c'est exactement comme tu le dis, ça fait partie de la vie. La Chachou, ça qui a notifié la boîte à trésor MDR aussi. Mais il y a quelqu'un qui me dit, on a le droit de demander des recommandations d'accessoires. Alors oui, mais très vite fait. Mais ça dépend sexe masculin ou féminin. Pour sexe masculin, oui, forcément, je connais plein de références. Pour sexe féminin, j'en connais un seul et c'est du haut de gamme. Parce que j'en parle des fois avec des copines. C'est le Womanizer pour les femmes, c'est ça, hein, le top du top du marché, il me semble. Très bien pour les personnes affab, c'est. Masculin, regarde les marques japonaises. Regarde les marques japonaises, notamment la marque Tenga. Je ne dirais que ça. J'ai pas d'action chez eux, c'est pas du placement de produit. Pour les hommes, non, pour les femmes, le Womanizer. D'où le nom, Womanizer. Il paraît que c'est un truc merveilleux, mais bon, voilà. Hormis avoir lu la notice. Comment faire pour satisfaire tout le monde? Et est-ce que l'un de vous culpabilise? Alors, culpabilité, oui, clairement, mais je pense pas que ce soit une émotion qui soit uniquement pour les personnes autistes ou TDAH. Et c'est quelque chose qu'on peut éprouver dans plein de contextes, la culpabilité. Et il y a Madeleine qui me demande, après j'aimerais bien lire sa question, ça me paraît intéressant. C'est quoi? Est-ce qu'on est plus hypersexuel ou asexuel? Alors juste, moi je l'interprète comme, est-ce que nous en tant qu'autistes et TDAH, on est plus l'un que l'autre? Je dirais pas qu'il y a une tendance, honnêtement. Non, d'après les rares statistiques que j'ai pu trouver, et vraiment j'insiste sur le mot rare, ils vont plutôt parler de fréquence. C'est-à-dire que chez les autistes, il y a déjà une fréquence plus élevée que dans la population générale de personnes non hétérosexuelles. Et il va y avoir souvent du plein de libido ou très peu de libido. Donc tu sais, cette espèce de dualité typique autistique, en fait, de tout l'un ou tout l'autre, parfois pas forcément tout le temps, hein, de manière permanente, mais de ce petit truc-là. Donc il y a une manière, en fait, il y a moins de nuances chez les autistes.
Sauf en matière de sexualité. Ouais. Mais en matière de sexualité, moi j'interpréterais d'une manière différente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les habiletés sociales nécessaires chez les personnes autistes pour pouvoir se bloquer à cette binarité hétérosexuelle, pas hétérosexuelle. Mais plutôt des choses beaucoup plus fluides qui vont s'adapter aux personnes qui sont rencontrées au cours de la vie, en fait. Avec, vu que malheureusement toutes ces stats sont basées sur du déclaratif, eh ben, on se retrouve beaucoup plus avec des personnes neurotypiques qui vont avoir honte de ce qu'elles peuvent pratiquer dans leur vie privée que des personnes autistes de ce qu'elles vont pratiquer dans leur vie privée, en fait. Et je pense qu'il y a plutôt cet aspect-là à considérer sans trop rentrer dans le sujet. Et vu que l'heure avance, j'aimerais bien qu'on passe au sujet suivant après la question. Ouais. C'est pas une question, c'est juste un conseil de Chachou Dissidente qui dit pour les personnes qui ont un petit budget, à la place, je pense que c'est à la place du womanizer que tu proposes, le Satisfyer qui est plutôt bien. Bon voilà. Et de l'huile de coco. Bon voilà, l'huile de coco aussi. De l'huile de coco. Bah non, mais c'est pour prendre soin de sa propre physiologie, en fait, hein, ce genre de produit en plus. Faites très attention à ça, d'ailleurs. Bref. Mais donc, en fait, la sexualité a un lien énorme avec nos habiletés sociales, émotionnelles. On l'a vu, je l'ai même vu dans le chat. En fait, t'avais beaucoup de questions qui étaient en lien, qui étaient un peu à cheval avec les deux. Nos habiletés sociales et émotionnelles et notre sexualité. Forcément, parce que dès qu'on veut dépasser le stade de la sexualité solitaire, nécessairement, il faut rencontrer des gens. L'avantage, c'est qu'il y a Internet, mais Internet, c'est pas toujours... C'est pas ouf, ça fait un peu trop supermarché à mon goût. Avec des demandes insistantes d'images, bref, peu importe. Mais en tout cas, il faut de la sociabilité à côté de ça. D'une manière générale, hein, pas que pour coucher avec d'autres personnes. Enfin, genre, la sociabilité n'a pas que l'aspect sexuel, naturellement. Et émotionnel, forcément. Pour l'aspect émotionnel, les autistes ont souvent des problèmes. Et j'insistais sur cet aspect de habilité sociale et émotionnelle autistique parce que on lit souvent dans les ouvrages, dans les articles, qu'on est déficient à ce niveau-là. Et on le voit très bien au cours de notre diagnostic, en fait. C'est très pathologisant, très culpabilisant au niveau de ces aspects. Alors qu'en fait, quand on réfléchit beaucoup et qu'on essaie d'analyser ces aspects-là, il va y avoir une approche et des biais différents. Je vais avoir beaucoup moins de problèmes à sociabiliser avec des neuroatypiques, pas forcément m'entendre avec, mais beaucoup moins de problèmes à sociabiliser avec des neuroatypiques qu'avec des neurotypiques, hors contexte. Et sinon, ça va se faire dans des contextes très particuliers, parce que le contexte va compter pour pouvoir faire un small talk ou pas qui va être correct, et il faut être capable de filtrer ses propos, de synthétiser ses propos, pas de faire d'infodumping, et c'est valable aussi pour la sexualité. Et au niveau émotionnel, il faut avoir des capacités émotionnelles qui sont socialement acceptables. Sur l'aspect émotionnel, en fait, par contre, je te laisserai toi t'exprimer en priorité parce que c'est l'aspect où je suis le plus handicapé, on va dire. Pas de souci. Avant ça, je vais juste faire un petit pips. Ouais, ok. J'ai trop d'eau gazeuse, voilà. Pour le coup, je vais quand même détailler là-dessus. Donc, oui, bien sûr. sur les aspects sociaux, personnellement, je suis censé être non autonome, complètement non autonome sur les aspects sociaux et sur les aspects émotionnels. À côté de ça, j'ai quand même des émotions, forcément, hein, comme à peu près, enfin presque tout le monde, et j'ai une vie sociale. Est-il du genre... Ah oui, honnête, pardon. Je lis les questions en même temps. Mais sur les aspects sociaux, j'ai quand même une vie sociale, j'ai quand même des amis, j'ai parfois des personnes que j'appelle des connaissances contextuelles, donc des personnes avec qui je vais juste faire du sport, croiser en cours, avec qui je m'entends plutôt bien mais sans plus, ou des personnes avec qui je m'entends extrêmement bien. Et donc ça va varier en fonction du contexte. Une chose que j'ai beaucoup fait quand j'étais en région parisienne, et c'est pas bien... Enfin, c'était pas socialement acceptable et pour le coup, on me l'a souvent expliqué. C'est-à-dire que j'avais des groupes d'amis qui étaient dans des milieux et dans des contextes extrêmement précis que je cloisonnais en fait. Et que ces personnes ne se rencontraient jamais. Je faisais souvent attention sur les réseaux sociaux à ce que ça ne se croise jamais en fait, parce que je voulais pas, j'étais certain que ces personnes ne s'entendaient pas, et donc voilà. Le problème, c'est quand ces personnes se rencontrent et que là, bah, on nous reproche de pas aller à telle soirée, on nous reproche de pas faire comme ça, on nous reproche de pas être une bonne personne, parce qu'on me reprochait souvent que pas mélanger c'était mal. Bon. Mais en fonction du domaine, notamment des catégories sociales, notamment du domaine d'activité sportive ou pas,
parfois les personnes ne s'entendent pas du tout. Donc pour limiter les frictions, pour limiter ce genre de choses-là, on fait en sorte que ces gens ne se rencontrent pas. Et quand j'ai notamment le TDAH qui va prédominer et que j'ai envie de sortir tout le temps, envie d'aller en club, envie d'aller dans des concerts, envie de faire des trucs comme ça, bah forcément les personnes avec qui je ne fais que des jeux de société, du Donjons et Dragons, des trucs dans le genre, et ben forcément ça va pas s'entendre. Et donc on ne mélange pas. Enfin, en tout cas moi je ne mélangeais pas. Sur l'aspect émotionnel, je ne suis également absolument pas autonome. Souvent j'ai clairement besoin d'aide pour reconnaître les émotions des gens ou pour pouvoir mettre des mots sur les émotions des personnes. À côté de ça, je ressens quand même des émotions, forcément. Mais par contre, ça va souvent être des émotions fortes, voire très fortes. Du très mauvais ou du très positif. Ou du très satisfaisant d'ailleurs. Et c'est là-dessus aussi que l'hypermnésie va jouer pour moi au niveau émotionnel et au niveau social, mais surtout au niveau émotionnel, parce que dans l'hypermnésie, j'ai quand même la coexistence du meilleur et du pire, et donc je me souviens de tous mes ressentis émotionnels en fonction du contexte de toute ma vie. Mais pour autant, je suis pas autonome là-dessus, donc les entretiens, les réunions, les choses comme ça se passe pas bien. Et au niveau professionnel, j'en parle même pas, quoi. Je te laisserai la parole, Yas, pour les aspects de ton point de vue à toi sur le social et surtout l'émotionnel. Parce que moi, je galère à mort là-dessus, en fait. Oh, t'en fais pas, mais même c'est intéressant ce dont tu parles, en vrai, je trouve. Encore une fois, pour montrer cette variété des profils autistiques. Pareil, j'ai chaud. Alors, il y a une chose, justement, qui m'a fait poser des questions sur la légitimité de mon diagnostic, c'est justement cet aspect sur les émotions. Parce que pendant longtemps, il y avait ce cliché selon lequel, en tant qu'autiste, on était inhibé automatiquement au niveau de nos émotions, alors que de mon côté, je pense être facilement émotive. En revanche, j'ai souvent, pas tout le temps, mais je peux avoir des fois du mal à bien identifier mes émotions. Mais je fais partie de ces profils où... comme le dit Into the Berry, a manqué d'inhibition en fait. Oui, justement oui. À ce niveau-là, et à se sentir limite noyé, comme si, même avoir une surcharge émotionnelle. Pour pouvoir le filtrer, c'est ça. Est-ce que tu arrives à masquer dans ces moments? Justement, c'est là que tu te rends compte que je commence à pas très bien à parvenir à masquer, ou alors je fournis énormément d'efforts. Et ça m'est arrivé qu'on me traite de comédienne, justement, par rapport à ces émotions que je peux avoir. D'ailleurs, on m'avait même traité de comédienne à un moment où je faisais un meltdown. Mais parce que t'es une femme, je pense. Comme expérience. Donc, je pense que il y a ce côté, tu fais la comédie. Ça joue un petit peu. C'est autant, on dit souvent, oui, je suis une femme, c'est normal d'être émotive, de machin et tout. Autant quand on est particulièrement expressive, on a tendance à nous dire qu'on fait la comédie. Surtout quand, par exemple, on a tendance à pleurer, pour ce qui paraît être pas grand-chose, entre guillemets, pour les gens. Ça m'a toujours paru très bizarre. En fait, les gens qui sont très émotifs tout de suite, qui pleurent tout le temps, genre ils font un discours, ils pleurent, ils sont à un mariage, ils pleurent. Et je comprenais pas, en fait, et je comprends toujours pas, ça me paraît toujours tellement dissonant. Et pour répondre à une question, non, je n'ai pas d'alexithémie. Si j'ai bien le nom, j'ai ce qu'on appelle une rationalité excessive, en fait. C'est-à-dire que pour moi, le pragmatisme va toujours passer devant les émotions. Ce qui peut être très mauvais d'un point de vue physiologique, à m'en rendre malade, en fait. Par exemple, l'année dernière, quand j'ai une de mes chattes qui est morte, je n'ai pas réussi, j'étais bloqué émotionnellement complètement, jusqu'à ce que Oscar me crache dessus et me rejette parce qu'il avait vu que je lui avais ramené le cadavre de ma chatte, en fait, pour lui montrer qu'il fasse son deuil. Et pour le coup, je n'ai commencé à faire le relâchement émotionnel qu'à ce moment-là, en fait. Parce que c'était... forcément, quand t'as un animal qui meurt, surtout de manière extrêmement rapide, tu dois tout gérer. Les rendez-vous vétérinaires, aller rechercher le truc, tu dois conduire. En fait, tu dois payer, tu dois garder ton sang-froid, tu dois tout gérer et ne rien transparaître. Et ça, c'est qu'un exemple parmi énormément d'autres, en fait. Quand il y a de l'urgence, quand il y a un truc à gérer, l'émotion n'est jamais devant. Par contre, pour pouvoir la relarguer après et faire de la décharge émotionnelle, ça peut être parfois extrêmement compliqué, en fait. Et pour le coup, pour moi, très honnêtement, on m'a fait passer des tests durant mon diagnostic pour savoir si j'étais pas sociopathe ou psychopathe.
Donc, Alors qu'en fait, j'aurais demandé si c'était quand même moqué de moi à la fin, quoi. Parce que... tu vois, à ce propos, bon après là, je déborde un petit peu sur l'empathie, mais pour en parler très vite fait, j'étais tombée sur le témoignage d'une personne, c'était une américaine diagnostiquée avec Alors, un trouble de libellule, la non, je ne suis ni personnalité, sociopathe ni psychopathe. Pardon, Yas. justement une personne qui était diagnostiquée d'un trouble de la personnalité antisociale, donc ce qu'on appelle un peu vulgairement la sociopathie, et qui disait, ben en fait, oui, effectivement, cognitivement, je n'ai pas d'empathie. Pour autant, je pourrais me mettre en quatre pour mes potes, etc. Donc, Et il a alors, une certaine empathie, en fait. mais plus une empathie, on va dire, acquise entre guillemets, mais qui n'est pas cognitive. Et en fait, D'accord. elle avait dit une phrase à un moment qui m'a marquée. Et elle avait dit, c'est pas parce que j'ai un truc en moins par rapport à vous dans le cerveau, enfin tu sais cette partie du cerveau qui est en carence et tout, que je suis une personne moins bonne et Oui. moins que vous en fait. Ça peut être parfois l'inverse, parce que Et ce que je vois sur les réseaux, souvent, c'est très discutable en matière d'empathie et c'est d'émotion. clair. Parce que Ouais, moi, ça ce que m'avait dit choisit ma son empathie neuropsy, construite, ouais. c'était très bien. C'était, quel que soit ton score d'empathie et d'émotion, ça ne compte pas. Ce qui va compter au quotidien, ce sont les actes que tu fais naturellement. Et moi, naturellement, je suis de base très protecteur, globalement pédagogue, même si je clash les gens de temps en temps. Ça m'arrive d'être un connard, hein, mais que par plaisir. Mais mais par contre, naturellement, en fait, je suis plutôt à aider les personnes, quoi. Je dirais pas que je fais preuve de Oui. bienveillance parce que je m'en cogne littéralement, mais je cherche pas de mal aux personnes. Ça arrive, mais d'un point de vue défensif, tu vois. Mais même si mon score d'empathie, mon niveau émotionnel est catastrophique, honnêtement, voilà. J'ai Voilà. une hyposensibilité émotionnelle, clairement. Elle est en partie construite. Ou j'aurais plutôt tenté de dire, mon hyposensibilité émotionnelle a protégé ma santé mentale. Parce que forcément, quand on est autiste et TDAH, et je le vois souvent quand je parle de parentalité, de scolarité, de maltraitance, de harcèlement, il y a des moments de ma vie où j'ai pris extrêmement cher. Mais par contre, mon hyposensibilité émotionnelle, je pense m'a sauvé dans le sens où ça ne m'affecte quasiment pas. Ça a créé des réflexes. Parfois des traumas. Je sais que le trauma existe et ça a créé des réflexes de défense, des réflexes de connaritude. Tu sais, pour rejeter immédiatement en fait ce qui pourrait potentiellement poser problème. Ouais, je Mais vois. par contre, à côté de ça, ça a préservé ma santé mentale, en fait. Bah du coup, ouais. Mais par contre, je suis intraitable dès qu'une personne se comporte de manière négative face à quelqu'un que j'aime bien, comme on a pu se comporter avec moi. Bah Là, ouais. je suis... une fois, quand j'étais au collège, j'ai même un instinct de protection de moi-même qui est quasi inexistant. Et une fois, j'étais au collège et on était au centre de l'éducation à Paris, tu sais, et en fait, j'avais perdu un pote de vue, et puis pour le coup, le mec était en train de se faire emmener dans une petite ruelle une ruelle entre guillemets de stand par un groupe de gars. Bah, qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai tracé dans le sens inverse, j'ai balancé mon sac à dos, sauté dans le tas, pris mon pote que j'ai dégagé derrière moi, cassé de nez, de genoux, et Ouais, bah oui, du tabassé un gars au sol jusqu'à ce qu'il me regarde rempli de frayeur. Mais ça, c'est le réflexe du garçon qui a grandi en cité. Quand t'es face à 3, 4, 5, 6 personnes et que tu dois te battre, bah, il vaut mieux faire peur que faire trop mal. Hein, ça, c'est mieux. Tu sais, malheureusement, t'as des groupes justement qui sont vulnérables et qui savent qu'ils seront pas écoutés dans certaines situations. Oui. Le self-défense, à un moment donné, c'est leur seule issue pour ensuite Oui. qu'on les laisse tranquilles, quoi. Ouais, En fait, c'est ce qu'on juge comme étant autorisé aussi. Parce que je savais depuis tout petit que je pouvais faire extrêmement mal avec mes mots et de manière durable. Et je disais à ma mère quand les fois où je pouvais me battre, en fait, que je préférais taper que parler parce que au moins quand je tape, ça se répare tout seul. Ouais, je vois. Donc ça... Et j'avais 7 ans, quoi, ce qui est... Ah ouais. Bah, j'avais quand même déjà conscience du mal que je pouvais faire parce que j'ai parlé extrêmement tôt et donc vexer des adultes et parfois gravement, je le savais comment faire en fait et je savais que c'était pas bien, sauf quand c'était mérité. Donc l'aspect émotionnel, habilité émotionnelle et sociale, on en a encore là quoi. Mais au niveau social, le fait que j'ai des gros soucis avec des filtres, l'interprétation du second degré et tout ça, ça m'a souvent empêché de m'intégrer dans notamment des clubs d'affaires quand j'étais en libéral. Ouais.
parce que les gens me trouvaient trop bizarre. On m'a même dit texto, t'as l'air trop intelligent, tu fais peur. Ouais, en pleine soirée. Heureusement que j'étais bourré parce que sinon, je sais pas ce que. Et sur le moment, ça m'a. Bah, c'est extrêmement blessant en fait. T'imagines? Bah non, tu fais peur. Ouais, tu fais peur. Mais je suis gentil. Je suis tout petit, tout mignon. Je pensais que ça se disait surtout au collège, ce genre de remarques, mais bon. Ah non, même à l'âge adulte. Et par des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi, quoi. Tu vois, Ouais, c'est. ouais, je veux le Ouais. dire. Et Concernant cette histoire d'émotion, notamment chez les personnes autistes, ouais, pareil, mm. c'est bien d'avoir des témoignages comme le tien, mais aussi de casser ce mythe selon lequel on ne sait pas les exprimer. Il y en a Mais il y en a qui tellement des pour qui autistes qui c'est savent compliqué, exprimer, mais ouais. en fait. Ou Regarde dans alors qu'ils certaines laissent vidéos de déborder. contenu. Euh, toi, je sais que tu as déjà fait des vidéos sur le sujet, mais il y a d'autres créatrices qui parlaient émotion, gestion des émotions et tout ça, et on est complètement à l'antithèse de moi, en fait. Et dans des aspects que je trouve très construits, très positifs, très... Bon, qui parfois a nécessité de longues années, mais je trouve ça top, en fait. Parce que toi, comment tu gères tes vagues émotionnelles ou bah justement, ces trucs-là en matière sociale? Tu sais, dans ce contexte social, au niveau de tes émotions. Dans le contexte social, il y a quand même pendant un temps où je marchais un peu sur, comment dire, ça dépend quand même aussi des situations. Il y a des fois où je laisse, malheureusement, où je laisse grave déborder, mais il y a aussi d'autres fois où, enfin, certains contextes où malheureusement j'ai dû apprendre, c'est peut-être une forme de masking, hein, à piétiner sur ce que je ressentais vraiment. D'où le diagnostic tardif Euh, aussi, en fait. D'où Parce que ce que tu voilà. expliques, c'est tellement ce qu'on retrouve dans 99% des témoignages de femmes. Donc, Hein. parce que Donc, j'ai toujours été dans le déni avec ça parce que dans ma famille, globalement, c'était pas trop dans mon éducation. Mais quand je suis arrivé à l'âge adulte et à force de rencontrer des filles, des femmes qui expliquaient leur vie, en fait, vous êtes tellement nombreuses dans ce cas à faire ce que je fais naturellement, à vous renfermer sur vous-même, à vous en rendre malade, en fait. c'est ça, c'est exactement ça, ça rend malade. Et d'ailleurs, ma mère, ça a été aussi son mécanisme en tant qu'autiste, hein. Et finalement, c'est que depuis son diagnostic, elle commence petit à petit à lâcher du lest, hein. C'est pas facile de lever ce masque. D'ailleurs, par contre, par Mm. rapport à ce que tu disais, il y a Nini Eon qui dit j'ai eu le droit adulte au travail à on sait que tu es intelligente, mais on sait pas quoi en faire. Oh putain, Ah, oui, 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 j'ai déjà eu ça. chaud. Oui, ouais, on sait pas où te mettre. Et ce à quoi j'avais répondu, que je trouve ça inadmissible parce que je suis une des rares personnes qui se livre avec son mode d'emploi. Non mais Mais c'est vrai, même, j'ai toujours expliqué mes besoins, tu sais, j'ai toujours exprimé mes besoins, exprimé mon fonctionnement, et pour le coup j'ai toujours dit texto que je me livrais avec mon mode d'emploi, et que je trouvais inadmissible et pas normal qu'on me dise qu'on sait pas comment faire avec moi, parce que ça veut juste dire qu'on m'écoute pas. Bon, de toute façon, je le sais très bien qu'on m'écoute pas, hein, je le vois souvent dans des commentaires de mes vidéos, mais ouais, je modère souvent de ces maintenant, mais même j'ai trucs. l'impression que sur TikTok, ils entendent un peu, ils écoutent un petit peu ce qu'ils veulent certains dans les commentaires. Je pense que vous êtes beaucoup à. Je sais qu'il y a pas mal de créateurs de contenu autistes ici. Mm. Dès qu'ils parlent de leurs IS, de politique, d'autisme, on va prendre une petite partie de ce qui a été dit Ouais. et le modifier à fond, ou alors juste se fier à l'accroche de la vidéo et dire bah non, ce que tu dis c'est de la merde. Non, t'as juste rien écouté, ou alors tu veux rien écouter en fait. Dis les Mais choses t'as vu telles qu'elles toutes les sont. fois où je m'amuse à faire ça, en fait, à être super provoque dès le début de la vidéo, et ensuite petit à petit je viens au cœur du sujet, et en fonction des commentaires, je sais où la personne s'est arrêtée dans la vidéo. Et souvent, ça me sert à... Bon, ce que je te disais tout à l'heure, c'est du contenu attrape-mouche, en fait. Parce que ça me sert à choper la personne et à mettre dans le Blooddex. Mm. C'est- Ah, c'est pareil. Pareil, c'est très bien quand même, mine de rien, pour le bloquer d'ex. Et ouais, c'est Oui, Luna, elle met le terme dessus, c'est il y a beaucoup de cherry picking. C'est exactement ce terme-là. je Cherry comprends picking, pas c'est trop. vraiment le cherry Euh, picking, c'est en gros tu prends un petit extrait pour le critiquer en enlevant tout le contexte qu'il y a autour.
en fait. Oui, et les C'est neurotypiques quand font tout le temps ça. Ouais, ben, ça, et certains courants politiques aussi, mais voilà, c'est Oui, encore... oui, 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 la transformation, la réinterprétation, la négation de ce qu'on raconte. Ouais. Voilà, J'ai encore eu ça sur Trade tout à l'heure. bah voilà. Oui, oui, non, mais ça pose souvent problème. Mais par contre, même si j'ai des gros problèmes au niveau émotionnel, clairement, ça m'arrive assez souvent de surréagir. Tu sais, de faire de l'overreact, en fait, qui est très lié au TDAH. Mais par contre, quand on me le signale, contrairement à un neurotypique, je vais revenir et je vais faire « Je suis désolé, j'ai un peu surréagi. » On va expliquer et parler calmement. Je sais que j'ai un peu abusé. Oui, je pensais tout ce que j'ai dit, mais en fait, c'était pas tout à fait bien dit. Puis-je reformuler? Ça m'arrive souvent. Ou le fameux « J'ai surréagi, alors est-ce que ce que tu as dit, c'était pas plutôt du second degré et que j'ai pas compris ?» La réponse est souvent oui. Ça m'est arrivé récemment. En plus, il y a un mec qui avait fait une réaction. Je sais plus ce que j'avais écrit, mais j'ai cru que le mec m'avait répondu sur Thread en dénonçant du wokisme, alors qu'il se moquait des gens qui parlaient de wokisme. Au début, je lui ai répondu premier degré en disant STP avant de parler de wokisme et tout et du quoi. Après, je me suis dit merde, c'est peut-être du second degré que j'ai pas compris. J'ai effacé. Je lui ai dit écoute, je t'ai pondu une réponse très premier degré. Dis-moi si c'était du sarcasme. Il m'a dit oui, c'était du sarcasme, mais merci pour ta deuxième réponse en vrai et tout. Et je te jure, ça a fini par dire. Et il a fini par me dire c'était très chouette de parler avec toi. Je suis mais alors que je l'ai envoyé péter la première fois parce que j'ai pas pris, je l'ai pris au premier degré. Mais quand j'ai une grosse hésitation, en général, mon premier commentaire en dessous du commentaire de la personne, ça va être une question. Genre pour une reprécision. Et en fonction de comment la personne répond, soit je clash, soit je supprime et je bloque. Et de temps en temps, oui, sur TikTok, j'ai quelques vidéos où je clash. Honnêtement, c'est plus pour faire du trafic qu'autre chose, parce que malheureusement, c'est les vidéos qui font le plus gros trafic. Mais ça va être un commentaire de merde sur 100 environ. Et encore, je suis gentil sur 100. Parce que là, tout à l'heure, j'ai enfin ouvert mes notifications. Je suis désolé pour les gens à qui j'avais pas répondu aux commentaires depuis longtemps. Mais j'avais 600 commentaires. Ouais. Voilà, donc c'est pas que j'avais la flemme, mais j'avais la flemme en fait. Très honnêtement. Ouais, normal, 600 commentaires. Mais oui, au niveau émotionnel, c'est souvent catastrophique. Et pour faire le lien avec la sexualité et les aspects couple ou les aspects relations d'une manière générale, oui, ça peut poser problème. Parce que exprimer de l'amour ou des sentiments amoureux quand t'es autiste, c'est pas souvent très bien compris par les personnes autistes, alors que la manière que l'on a globalement d'exprimer des sentiments, elle est tellement typique et quand on s'en aperçoit, elle est tellement plus profonde. Ça va être oui, parler de nos intérêts spécifiques, mais plutôt s'intéresser à ce que la personne aime, en particulier pour pouvoir lui parler de ce qu'elle aime et modifier, stimuler le truc comme ça. Ça va être simplement se poser à côté de la personne pour faire une activité calme. Juste être avec la personne. Ça va être offrir des petits cadeaux qu'on fait nous-mêmes. Ça va être offrir des cadeaux que la personne adore. Ça va être un peu d'infodumping, mais pas trop. Ça va être beaucoup d'attention et de protection. De quoi, qu'est-ce qu'elle dit? Luna, elle a dit les cadeaux de pingouins. Bah, c'est carrément ça. Mais oui. Mais moi, on m'offre un caillou, je suis heureux. Enfin, c'était à un moment donné, je sais que ma petite sœur m'avait fait, des fois elle me fait des cadeaux, mais elle me fait que des trucs qu'elle fabrique elle-même. Mais c'est les cadeaux qui me font le plus plaisir au monde en fait. C'est trop précieux ça. Mais oui, mais même à un moment donné, il y avait un ami que j'adore qui faisait de l'origami et qui est venu me voir en faisant et qui m'a offert un origami qui était absolument génial. C'était l'avion en papier parfait. Mais moi j'étais tout content. Il est venu me l'offrir comme un cadeau. Mais c'est absolument merveilleux en fait. Et ça c'est tellement c'est tellement autistique comme attitude. Mais c'est tellement les neurotypiques ont souvent du mal à le comprendre et parfois peuvent craindre un petit peu ça, mais en fait il y a pas de, que ce soit au niveau social, émotionnel et tout ça, il y a pas de faux semblants, il y a pas de mensonges, il y a pas de second degré, il y a pas de comment ils appellent ça, putain j'ai pas le mot, des sous-entendus, tu sais, tous ces trucs là bizarres en fait, qui n'ont aucun intérêt.
et ça fonctionne pas, et tu t'es sûrement déjà pris des trucs dans la gueule quand les gens te croient pas, ou vont penser que ce que tu dis est à interpréter, ou que t'es trop naïve. La naïveté, oui. Je suis extrêmement naïf au niveau émotionnel, au niveau social, au niveau empathie, au niveau sexuel. Et ouais, sexuel aussi en fait. Genre c'est déjà arrivé que qu'on me fasse du rentre dedans pendant des mois et que je ne vois rien. En fait, mais vraiment rien. Ouais. C'est du sous-entendu, mais moi c'est un peu non, mais c'est juste des gens qui m'aiment bien, c'est pas grave. Non, c'est pas ça. Mais non, mais c'est juste un câlin, c'est pas grave. Non, mais on fait que dormir ensemble, c'est pas grave. Mais si, en fait, c'est... ouais, non, si. Ça là, je tiens juste à dire mon chat, là, les cadeaux dont vous parlez, les lettres envoyées et tout, je trouve ça adorable, vraiment. Non, parce que ça parle des cadeaux de pingouins depuis tout à l'heure et je kiffe. C'est doux. Oui, des choses plaisantes, hein, pas quand... là, j'exclus pour le coup tout ce qui peut approcher l'érotomanie, ce qui peut approcher le harcèlement, ce qui peut approcher des choses comme ça. Naturellement, j'ai déjà croisé, et ça je n'acceptais absolument pas, une fille érotomane qui harcelait quelqu'un que je croisais de temps en temps et qui se cachait derrière l'autisme et le TDAH. Et ça, j'acceptais pas, quoi. Non, ça, c'était... Et j'ai fait preuve de beaucoup de prise sur moi pour pas juste lui rentrer dedans, en fait. Lui faire la morale et la leçon, et voilà. Enfin, ouais. C'est pas... Ça, par contre, oui, c'est pas pareil. Là, quand on parle de cadeaux de pingouins, c'est des choses gentilles, mignonnes, qui font juste plaisir, en fait. Pas... Non, c'est gentil, c'est mignon, je sais pas. Et on est infiniment lié à l'empathie. Parce que l'empathie autistique va fonctionner à peu près de la même manière que tout le reste, en fait. Elle va être très contextuelle, mais encore plus contextuelle, en tout cas chez moi. C'est-à-dire que j'ai impérativement besoin de l'intégralité du contexte pour faire preuve d'empathie. Mais à côté de ça, lorsque je dis à quelqu'un que je le ou la comprends, c'est dans la réalité. C'est au plus proche de la compréhension possible de ce que la personne ressent. Sinon, je vais bombarder de questions, forcément, ou pas m'y intéresser si j'en ai rien à foutre ou si je vois plein de red flags s'allumer, tu vois. Mais si je fais preuve d'empathie avec une personne et que je dis à cette personne que je comprends ce qu'elle ressent ou ce qu'elle vit, il y a pas plus vrai que ça, en fait. C'est parce que soit je l'ai déjà vécu, soit j'arrive à littéralement interpréter ce que la personne ressent. En fait, je vais m'aventurer sur un terrain un peu glissant. Désolé. Mais à un moment donné, en fait, je demandais à une amie qui fait de l'endométriose à quoi ressemble la douleur. Et pour le coup, je lui ai décrit plusieurs choses que moi j'avais pu vivre. Et comme j'avais dit des fois sur les réseaux, tu sais, je suis resté quasiment 2 ans avec des pancréatites aiguës chroniques. Quand donc des inflammations du pancréas extrêmement sévères qui provoquent une symptomatologie qui est très très violente en matière de douleur, en matière de vomissement, bref, de tout le reste. Et ça pendant 2 ans, avant qu'on me retire ma vésicule biliaire, parce qu'on avait compris que c'était ça. Et en fait, cette amie qui fait de l'endométriose m'avait expliqué que ces douleurs que je ressentais pour les pancréatites, c'était exactement entre guillemets, mais c'était très 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 proche de ce que ressentait une femme qui faisait de l'endométriose. Et donc, je lui ai dit que j'étais pas content de savoir. Parce que pour le coup, moi, je m'en serais bien passé, tu vois. Tu m'étonnes. Mais en tout cas, c'était, pour le coup, c'était quand une personne m'annonce qu'elle a telle douleur et que je lui dis je suis désolé et que je compatis, c'est au plus proche de la réalité, en fait. Même ça va être pareil en matière de deuil, en matière de dépression, en matière de trucs comme ça. Si je comprends pas, je suis en général très mal à l'aise et j'ai souvent peur de poser des questions. Par contre, si je comprends, là, je vais essayer de décortiquer pour être certain de comprendre et ensuite évoquer ça. Et pour toi, en fait, ça marche comment ? En fait, là, en même temps que tu me parlais, je lisais un petit peu le message des uns et des autres. Alors, si tu peux repréciser ta question, parce que c'est vrai que je commence à être un peu saturée, c'est pour ça. Pardon, excuse-moi. Au niveau empathie, globalement, tu fonctionnes comment ? De manière que ce soit éducation, fonctionnement naturel, déconstruction, reconstruction, en fait.
Je sais pas trop, honnêtement. J'essaie encore de me trouver là-dessus parce que pendant longtemps, je croyais manquer d'empathie. D'accord. Euh, il y a un temps où d'ailleurs je me posais la question de si j'étais sociopathe, mais sans vouloir en plus. Et en fait, là, le truc, c'est que mes proches me disent, mais non, tu l'es pas. Après, tu vois, il y a ce truc où je dis quand même, ce serait bien d'éviter d'être psychophobe dans le truc. C'est pour ça que je voulais apporter cette Hmm. nuance-là par rapport Disons que si on à la personne qui contextualise avait bien nos accepté. propos, Ouais. il faut quand même qu'on ose parce que on est des diagnostics tardifs. Mm. Forcément, on a eu un moment de déconstruction nécessaire. Où Ouais. il y a toujours l'avant et l'après-diagnostic, avant-après effondrement. Donc forcément, même moi, avant, j'avais peur d'être autiste parce que j'avais une vision tellement biaisée de la situation. Je le savais intérieurement que Ouais. c'était ça, mais j'avais une vision tellement stigmatisée, stigmatisante et problématique que forcément, il y a eu un parcours personnel qui a dû se faire, y compris en Ouais. fonctionnement, mais et y compris au niveau empathie, au niveau émotionnel et tout ça en fait, qui a dû pour relativiser, dépathologiser, essayer de voir le positif dans ce genre de fonctionnement, etc., etc. Donc de chercher le pourquoi en fait. Donc Mm. je serais tenté de dire, et pas peur d'être psychophobe si tu cadres correctement ton propos. Ben, en Voilà. fait, justement, cette psychophobie, là où je veux l'éviter, c'est pour, comment dire, éviter de rejeter d'autres réalités. C'est pour ça que j'ai parlé de cette personne qui, pareil, disait elle avait cette empathie construite. Oui. Là où je trouve justement où malheureusement on va un peu. Ça, je pense que la fiction et notre contexte culturel y est pour quelque chose. On va stigmatiser beaucoup de personnes qui ont des troubles psy, que ce soit troubles de la personnalité antisociale, borderline, bipolaire. Mm. Et je te dis ça alors qu'il y a une personne bipolaire de mon entourage qui, je trouve, est une très mauvaise personne. Son trouble n'a rien à voir, tu vois, avec Mais ça empêche pas, il y a le fait des qu'elle soit autistes, mauvaise, tu vois. quel Et que soit le genre, qui inversement, il y a peuvent être des des connards en autistes fait. qui peuvent être des enfoirés de première également, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis que je veux absolument éviter une certaine psychophobie, enfin la psychophobie en général. C'est dans ce sens-là où je me dis, bah, c'est aussi accepter notre vécu et déstigmatiser, au même titre où on déstigmatise l'autisme sur le fait de dire on manque d'empathie. Et c'est cette question de l'empathie où on se dit justement, ok, est-ce que, enfin, oui, il y a des personnes autistes qui ont une forte empathie, mais pour celles qui n'ont pas d'empathie, est-ce que pour autant c'est ça qui va faire d'elles des mauvaises personnes? Là où Mm. tu vois qu'il y a finalement des personnes qui ont une empathie cognitive dans la moyenne entre guillemets, ça les empêche pas d'être des enfoirés notoires. Et Putain. finalement, voilà, tu vois, c'est pour ça. Ah bah tiens, ouais, Oh, Madeline qui dit Elf, pardon. Elon Musk. Elon T'as Musk qui? est un parfait exemple. Madeline Ah qui cite, oui. qui cite Alors, pardon Elon Musk en parfait exemple d'enfant. Je suis désolée, oui. je déteste de tout mon être ce type. Mais en fait, Elon Musk, Vraiment. je le trouve intéressant entre guillemets. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, Musk est le personnage que mon esprit a dû créer quand j'avais 8 ans et que j'expliquais à ma mère. En fait, comment je pourrais faire si j'avais énormément d'argent et que je voulais voir jusqu'à quelle limite je peux faire en sorte que les gens se révoltent. Mais comment je pourrais faire pour faire en sorte que ça aille le plus loin possible? Et donc j'avais une grosse discussion avec ma mère à ce sujet-là, en expliquant chaque étape de la prise de pouvoir jusqu'au, tu sais, au repoussement progressif de Mm. limites d'acceptabilité, etc., etc. Et j'avais 8 ans. Et Elon Musk, c'est ce personnage que mon esprit a dû créer. Donc j'espère que c'est pas une vraie personne en fait. Ouais, Donc bah malheureusement, et donc Elon Musk, malheureusement. c'est cette discussion que j'ai eue quand j'avais 8 ans. Voilà, Bah, t'as c'est une personne en plus qui dit il a fait des choses incroyables, non? Mais alors d'une, il me semble que c'est un peu plus. Enfin déjà le gars est un nepo baby et essaie de faire oui. croire à tout le monde qu'il sort nulle part, c'est faux. Son père c'était propriétaire d'une mine d'émeraude où des gens ont été exploités. Mm. De deux, alors peut-être qu'il a créé PayPal, il y a eu SpaceX, etc. Mais notamment sur Tesla, apparemment il y a des problématiques, je sais pas tout, Oui. mais voilà. Dans Oui, sa ouais. manière de traiter les employés, c'est un enfoiré notoire. Et c'est son espèce de quête transphobe là qu'il y a depuis un Oh mon moment, Dieu. juste parce que sa fille a fait une transition de genre. Oui. Voilà, en fait, même s'il avait fait des choses brillantes et qu'il avait sauvé l'humanité, ça empêcherait pas, tu vois, d'être. Ouais, il a créé des trucs, hein, c'est clair. Mais à Mais il y côté a de ça, des ça meilleurs l'empêche pas autistes d'être hein, qui sont un. très très Ouais. riches. Regarde Bill Gates. Bah, Bill Gates aussi, il me semble qu'il y a pas mal de choses à en dire de lui. Pour le coup, j'aurais beaucoup plus Eh, de respect pour des personnes autistes précaires, mais qui ont de meilleures oui. valeurs que. Alors, Manga Ah qui dit oui. sa vision, c'était plus, il en demande à ses employés, plus
il se l'inflige à lui-même. Ah bah oui, Chachou, sa fille avait répondu d'ailleurs, mais n'hésitez pas à vous renseigner parce qu'elle a super bien répondu à ce connard. Mais Mm. bref, voilà, on va bien parler Ouais, d'Elon bon, pour Musk, Musk. c'est pas le sujet pour le coup. Mais oui, c'est un Voilà, exemple mais je d'empathie taillerai bien un discutable. autre jour. Et Ouais. Newt, merci beaucoup pour ton petit message au passage, si t'es toujours là. Et puis, en matière d'empathie, souvent, c'est pour ça que c'était dissonant et que j'ai cherché à comprendre le pourquoi et le fonctionnement. Même après mon diagnostic, je voyais tellement de non-autistes, non-TDAH faire un manque complet d'empathie ou de l'irrespect ou des choses comme ça, des choses que je ne comprenais pas et qui étaient complètement dissonants. C'est pourquoi moi je suis qualifié comme non autonome et déficient en termes d'empathie et pourquoi eux sont qualifiés comme normal alors que putain c'est une connasse ou un connard quoi. Bien sûr. Et Bien d'une sûr. manière générale, pas forcément de manière extrêmement ciblée. Donc l'empathie, pour moi, l'empathie autistique est infiniment liée à notre fonctionnement, a besoin effectivement de tout un contexte de compréhension, donc d'éléments en fait qui permettent cette compréhension. Et pour le coup, pour pouvoir comprendre d'une manière générale énormément de nos comportements, énormément de nos fonctionnements, la question la ultime, c'est le pourquoi. Et t'enchaînes les pourquoi. Le pourquoi, la récurrence des choses, le pourquoi pour la sensorialité, pour la besoin du contexte, pour la besoin de circulation d'informations, etc., etc. Et ça, c'est le truc que je ne tolère pas trop. Tu sais qu'en ce moment, j'ai beaucoup d'attaques comme ça sur mes vidéos du oui, mais toi, tu n'es qu'un témoignage parmi tant d'autres, y compris quand je fais des vidéos extrêmement pragmatiques en fait. Et ça, ce que je reproche beaucoup, c'est que moi j'encourage à regarder énormément de vidéos d'énormément de créatrices et de créateurs pour comprendre la nuance des comportements. Parce que la nuance est issue du vécu, du comportement, de la manière dont ça s'exprime. Mais par contre, je leur reproche de ne pas regarder de pas se remarquer les récurrences dans tous nos dans tous nos témoignages, dans nos explications, etc. De remarquer tout ce qui se ressemble à chaque fois et qui viennent vers une racine commune de fonctionnement autistique en fait, et qui viennent faire en sorte que au final les distinctions, voilà quoi. Il y a des, pardon. T'as Chachou qui me dit, perso, l'empathie, c'est compliqué. Des fois, j'ai du mal à comprendre. Et d'autres, c'est trop. J'ai de l'empathie pour des personnages qui n'existent pas. Bah, pareil. Ouais. Oui. Beaucoup de personnages fictifs pour lesquels, ouais, je m'implique un petit peu trop. Voilà, j'ai même développé un nièce autour d'un personnage bien spécifique de My Hero Academia. Ah, faut que je regarde ça. Pendant 3 ans. 3 ans. Ah, c'est pas mal. Bref. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, mais c'est plutôt bien. Il y a une dernière chose que je vois qu'il est bientôt l'heure, enfin même il est l'heure, mais il y a une chose sur laquelle j'encouragerais beaucoup de gens, sur laquelle je vous conseille de vous pencher, c'est le problème de double empathie. Peut-être que tu connais déjà Adrien. Ça, j'ai connu ça grâce à Julie Daché. C'est un truc qui a été mis en lumière un peu plus récemment. C'est-à-dire que pendant longtemps, on disait que c'était les personnes autistes qui avaient une déficience d'empathie. Et maintenant, par la recherche, on commence à se dire, est-ce que c'est les personnes autistes ou est-ce qu'il y a malheureusement un problème de double empathie et donc d'une espèce d'incompréhension réciproque. Et c'est-à-dire que sur ces études-là, on met en avant aussi le fait que les personnes non autistes ont énormément de mal à comprendre les personnes autistes, ont énormément de mal à les cerner, voire ont énormément de mal à les supporter, quitte à être discriminants. Et en fait, on s'intéresse trop peu à ça, et ça pose cette question justement de la pathologisation des différences neurodéveloppementales. Chachou, parce que c'est confortable en fait, parce que ça évite l'adaptation, ça évite. Et j'avais connu cet aspect de double empathie grâce à une étude qui s'interrogeait sur pourquoi les autistes ont plus de facilité avec les animaux que les neurotypiques. Ouais. Et justement, à cause des faux semblants, du second degré, des choses comme ça, qui sont assez peu présents chez les personnes autistes et qui sont pas présents chez les animaux, et que pour le coup, en fait, la reconnaissance d'émotions entre des autistes et certains animaux était beaucoup plus facile qu'entre des neurotypiques et certains animaux. Donc au final, les autistes sont juste les meilleurs comportementalistes qui soient, quoi. Pas comme quoi. Non mais voilà, n'hésitez pas à vous intéresser à ce... Donc en anglais c'est Double Empathy Problem, ou en français problème de double empathie. Vraiment, je pense que ça vous permettra, si c'est pas déjà le cas,
de prendre du recul justement sur l'autisme, sur ces dimensions-là, voire même d'apporter à vos proches, à votre entourage, une meilleure perspective sur l'autisme et la neurodiversité globalement. Voilà. Et ce qui va compter là-dedans, outre les ouvrages qui peuvent être proposés un peu partout, c'est d'écouter les personnes concernées, surtout les adultes en fait. Quel que soit leur genre, et c'est beaucoup plus intéressant d'ailleurs de multiplier la diversité à ce niveau-là, parce qu'il y a tellement de parcours différents, qui soient positifs ou parfois très négatifs, avec des capacités distinctes, avec des éducations distinctes, avec bref, énormément de nuances qui peuvent permettre d'avoir justement toute cette variation qui fait que en fait c'est pas un autiste, un autisme, non c'est juste un autiste égale un humain. Oui. Donc au final, même l'idée même qu'il y ait autant de nuances, c'est indécent comme question et comme propos. Parce qu'en fait, ce serait nier notre situation d'être humain. C'est voilà, tout simplement. Tout simplement. On terminera là-dessus. Parce que j'en peux plus, là, j'ai extrêmement chaud. Pareil. Je vais aller sauter dans la piscine, même s'il fait nuit. T'as bien raison. Moi, je vais boire de l'eau. C'est bien l'eau. C'est très bien l'eau. Donc tout le monde, n'oubliez pas de boire. Ouais, moi aussi, j'ai fini mon verre en plus. Hydratez-vous. Prenez une petite infusion si c'est plus efficace pour vous. Reposez-vous bien si c'est possible pour vous. Surtout s'il fait chaud, parce que c'est très dur à gérer là. Le live sera redécoupé légèrement pour retirer les 15 minutes de début ou voilà. Et il sera mis sur YouTube. Il sera mis sur Spotify aussi en format vidéo et en format audio. Et pour le coup, je crois que j'ai même oublié de mettre sur Spotify le précédent. Donc ça, je réglerai le problème rapidement. Et j'informerai une fois que c'est en ligne pour qu'on puisse pour que vous puissiez le réécouter par partie, parce que ça peut être très long de l'écouter en une seule fois, sauf si vous avez la motivation. Dans tous les cas, ça nous a fait extrêmement plaisir parce que j'ai vu que il y a beaucoup de monde qui a défilé. Et donc ça fait plaisir. De mon côté, c'est plus discret, mais normal. Mais je vous remercie pour votre implication, pour vos questions, pour vos remerciements aussi. Et puis Madeleine qui dit merci pour le meilleur live que j'ai vu sur cette app. C'est vraiment touchant. Donc alors, ça motive à continuer. C'est très gentil. Surtout que c'est extrêmement motivant ce que vous faites. Surtout que vous êtes super active. Vous posez plein de questions et vous vous entraidez dans le chat, ce qui me fait vraiment très plaisir. Et grâce à ça, en fait, depuis tout à l'heure, et je m'empêche de sourire instinctivement, j'ai la notification en boucle qui vient en live populaire. Ah, c'est super ça. Ça me fait plaisir. Voilà. Ah bah tu m'étonnes. Nous renouvellerons l'expérience probablement en septembre, parce qu'on est déjà quasiment mi-août, et on choisira conjointement le ou les sujets en fait qu'on abordera à ce moment-là. Et je serais peut-être même tenté de faire un live sur les études universitaires. Ouais. Si ça te plaît. En fait. Ça peut être intéressant. De toute façon, c'est vu que je suis en plein dedans, si ça permet de donner des renseignements, parce que j'ai vu que ça pouvait intéresser. J'ai vu même des personnes autistes, malheureusement, qui ont été déscolarisées ou qui ont eu des problèmes et qui disaient punaise, si j'avais pas eu tel ou tel problème, je serais bien allée à la fac. Et ça peut être très bien sur ce domaine. Et il y a énormément de choses à dire, effectivement. Ouais. Et vu que moi j'ai fait faculté de droit et faculté de sciences, pour le coup, niveau bande amphi, ça je gère. Et j'annoncerai ça prochainement. Dans tous les cas, merci à tout le monde et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée. Salut.